la fin ou pas. Voilà, la causalité, tout accroché. Bon, moi je pense qu'on a découvert les planètes. Moi je pense en fait qu'il faut être à la fois modeste et en même temps oser utiliser les outils avec toi que tu fais de façon, je ne sais pas si c'est rebelle, mais de façon précurseur, plus que... Pionnière. Comment? Pionnière. Prunière, c'est joli, tiens. Pionnière. Pionnière, j'ai compris prunière parce que la prune, tu sais, du printanière, oui. Pionnière, voilà. Donc, moi je me dis que il n'y a pas de séparation entre l'avant, l'après, la poule qui a fait l'œuf ou pas. Moi je pense que dans l'énergie, de tout temps, l'énergie de tout ce qu'on découvre a toujours été là. Mais à un moment donné, elle se révèle. Alors, est-ce que 50 ans avant, ou 3 ans, ou 50 ans, ou 100 ans, j'en sais rien intellectuellement, mais c'est pas intellectuel, c'est tout. Est-ce que Uranus agissait sur les êtres humains? Je connais l'idée de Léonard de Vinci. Alors, après coup, c'est difficile, parce que le problème, c'est qu'on se dit, mais oui, après coup, une fois qu'on a la structure et qu'on y a posé dessus, éventuellement les choses. Donc, on peut toujours, scientifiquement, bien sûr, se dire, mais est-ce que je ne suis pas pollué par rapport à ce que j'ai mis dessus, et je le fais à retardement, comme Nostradamus, où il y a des mecs qui écrivent dessus, qui disent après coup, ah ouais, mais il avait dit. Bon, est-ce qu'il avait dit, ou est-ce que c'est une interprétation? C'est compliqué ce truc-là. Mais moi je pense qu'il y a des êtres aujourd'hui, clairement, qui vivent dans le thème astral que nous, on utilise comme une entité finie, en essayant de la rendre la plus infinie et unitaire possible en tant qu'astrologue, mais qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent des choses, des thèmes astraux qu'on pourrait faire de gens exceptionnels, qui vivent des choses sur le plan natal, individuel, qu'on ne peut pas expliquer ou qu'on ne peut pas théoriser, parce que probablement qu'ils répondent déjà à des planètes qui ne sont pas encore là. Moi j'ai un cobaye qui est comme ça, je connais un être qui est exceptionnel, comme ça, qui est un thérapeute qui est ce qu'on appelle un être éveillé, quoi, qui est quelqu'un qui me demande très souvent de regarder son astrologie. Si je pense bien que c'est pas du tout dans un but psychologique, parce que si tu veux du point de vue de l'ego, il y a quelque chose qui a été évacué, puisqu'il a fait du yoga pendant 30 ou 40 ans, et en fait le processus à un moment donné c'est terminé, il est arrivé à sa fin, il a suivi des méditations, etc. Ce processus est arrivé à sa fin, et ce qui l'intéresse c'est de voir mais comment fonctionne cette roue dont parlait Bruce, il continue à tourner malgré que le lien avec la roue, cet accrochage de l'ego est terminé. Donc il me fait venir, on fait des échanges, on fait des yoga, échanges astro, et donc ça me permet de ne pas payer cher mon yoga, avec un très bon initiateur, très bon praticien. Bon. Et donc moi j'ai un cobaye extraordinaire parce que voilà quelqu'un qui vit des processus d'évolution à l'intérieur de son corps et de sa psyché qui est au-delà de ce que j'ai toujours vu chez la plupart des humains. Il est en contact avec des compréhensions sans cesse qui ne sont pas mentales, qui touchent vraiment le cœur de l'énergie, le cœur des êtres à chaque fois. Et il me dit, il est arrivé ça. Et moi je regarde. Et là je découvre qu'il répond justement, alors c'est là où il y a ce déplacement dans le cosmos, il répond très facilement à des énergies très très hautes, mais celle d'en bas, il répond encore, mais ça l'intéresse moins, et du coup c'est moins fort que quand il était plus jeune. Et quand j'ai vu son thème plus jeune, avant qu'il se soit libéré, on va dire, les planètes inférieures, c'est pas nous, mais disons les planètes personnelles, répondaient très très bien à leur transit. Là, elle lui donne les événements, mais il s'en fout. Alors par contre, les planètes réellement qui sont à un niveau que moi j'utilise souvent à Apollon et tout ça, alors lui c'est pas le cas parce qu'il répond complètement à ces planètes-là. Il a un niveau de conscience tellement large. Elles sont dominantes ou elles sont placées à des endroits cardinaux. Je parle dans son thème natal et dans les progressions, j'utilise les deux avec l'accord. Dans le thème natal, elles sont déjà au centre angulaire, enfin dans certains points extrêmement importants, et donc elles lui ont créé ce besoin de trouver la conscience très très vite, très jeune, et donc cette accélération de processus d'évolution, il l'a fait avec une grande intensité, Sagittaire aussi, parce qu'il s'est dit, moi je veux qu'une chose, c'est m'éveiller, quoi. Voilà, ça a permis une puissance de pratique aussi qui donne à certains résultats, forcément. Il n'y a pas de mettre ses spécialités. Mais maintenant que certains niveaux de conscience sont atteints, on s'aperçoit que le système un petit peu de niveau de conscience que j'utilise, je fais complètement confirmation avec cette personne-là. Parce qu'en fait, les niveaux de conscience supérieurs, c'est ceux auxquels il réagit, et là, il est vraiment intéressé aux questions. Quand il a une transit, une progression sur une planète comme ça, il vient dire, ah ben là ça m'intéresse ce que tu vas me dire, parce que le reste que tu me dis, je le sais déjà. J'ai une question, pardon, est-ce que ces planètes-là, elles interviennent dans le plan concret des événements, ou c'est plus intériorisé, mais comment, c'est ça ma question. Elles interviennent sur le plan concret aussi. Donc c'est quelque chose qui est vécu dans la vie sensible. Voilà. La vie matérielle aussi.
Sauf que du coup, avec un événement par exemple financier, qui pour nous va être interprété par Jupiter ou Mercure et tout ça, lui va vivre sur un plan, mettons avec Bacchus, et ça va lui permettre à le même événement financier, au lieu de le prendre sur un niveau, est-ce que je vais gagner la somme que j'attends, ou est-ce que je vais l'avoir, est-ce que j'ai la chance que ma bourse augmente, mon compte en banque augmente, ou est-ce qu'il va s'assécher, qui est la question de tout le monde. Lui, c'est sublimé, il se dit, il m'arrive ça, et il se dit, ok, pourquoi ça vient vers moi? Et on voit que ça, là, c'est la planète Bacchus qui agit. La planète Bacchus est là pour lui faire, le faire passer à un niveau, justement, à la fois de détachement et d'intensité dans ce qu'il veut faire. Là, il y a quelqu'un, voilà, quelqu'un lui donne de l'argent, il doit, donc, lui, il voit, étant détaché, il se voit, de toute façon, cette personne ne veut pas le rendre, je peux rien faire, donc j'ai envie de lâcher pour pas embêter. Dieu me le rendra. Ça, ces gens-là sont comme ça, donc ils n'ont pas besoin de la vie répond, quoi. Ils sont ouverts à la vie, donc la personne qui me donne de l'argent, elle ne peut pas me le rendre. Si je dois faire un procès, j'en ai pour 10 ans à me faire chier. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon argent, il l'a, on verra bien. Mais il apprend par le temps du Bacchus, moi, il apprend par exemple qu'il y a quelque chose qu'il doit faire, qui est de l'ordre du concret, pour dire il faut quand même que la personne croie que je l'exige. Alors que lui, il s'en fout, il est détaché. Donc il joue le jeu d'exiger le truc, ce qui ne change rien, parce que le type, il a les raisons, il peut le garder, il a les raisons de le garder. Mais grâce au processus de tel, on apprend qu'il doit quand même jouer le jeu, alors qu'il n'est plus dedans. Et donc quand je vais en jeu, eh ben, ça permet au thème également de s'améliorer, c'est-à-dire la situation se résout mieux. Je ne sais pas si j'étais très clair, c'est un peu compliqué. Il répond plus du tout au niveau habituel que moi, si j'ai ma règle la même chose, je me dis merde, c'est mon fric, les boules, quoi, je le fais. Voilà. Et donc tu vas travailler, si tu fais du bouddhisme, tu vas travailler à te calmer, tu vas méditer, tu vas dire bon. C'est tout mon défi de vie. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vaut cette colère? En quoi elle me déforme? En quoi elle m'avilit? En quoi elle m'empêche d'être moi-même? Cette colère. J'ai une maladie liée à ça, qui m'aide à travailler dessus. Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, tu es obligé de travailler avec. J'ai pas le choix, mais c'est un bon choix. Maintenant, je voudrais. Je peux faire une petite remarque juste indirectement. Et que tu puisses, si tu veux réagir par rapport à ça, pour revenir, je vais prendre un argument des rationalistes et des gens qui posent, qui posent un argument sur le rationaliste ou au contraire à l'astrologie, pour essayer justement de défendre un positionnement de l'astrologue. Moi, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais ado, parce que j'étais curieux des choses noires, des choses blanches, des choses... Et j'étudiais... et plus tard, les thèmes des grandes personnalités historiques. Moi, j'ai détesté l'histoire. J'ai beaucoup fait ça. J'ai fait ça et j'ai un peu appris en histoire grâce à ça. Et donc, j'ai étudié Hitler, les thèmes horribles, bon, Le Pen et par exemple Saddam Hussein. Et j'ai fait des comparaisons. Mais la question, moi, que je me posais, et c'est là où l'astrologue doit être modeste et se rendre compte qu'il utilise toujours un modèle de finitude face à l'humain qui est infini, et souvent se rendre compte que il y a des choses qui agissent dans le thème astral. On parle de structure, on parle de code de ce qu'on utilise, qui est au-delà de savoir s'il faut utiliser les astéroïdes ou pas, ou tel ou pas, mais qui est du domaine de j'ai pas tout en main. Et moi, souvent, les personnes me disent en conférence, mais attendez, si on est le même jour, c'est l'argument classique, le même seconde, le même mois, machin, les jumeaux, est-ce qu'on est identique? Voilà, est-ce qu'on est identique? Et on sait très bien, sur un plan purement rationnel, que même si on n'est pas né dans le même pays, en imaginant même aussi cet argument-là, on peut arriver à trouver des thèmes astro identiques ou être exactement identiques. Je parle en termes au moins jusqu'aux 10 planètes. Parce qu'après on peut discuter, parce que plus on en met, évidemment, plus c'est compliqué. Mais dans l'absolu, il y a des dizaines de gens, je pense, j'avais étudié, je ne me rappelle plus le nombre de gens en France qui naissent au même moment, exactement. Et n'en parlons pas dans le monde entier, et même si le lieu peut changer toutes les données, il peut y avoir des recoupements avec des lieux différents, avec des dates de naissance qui retombent au même feu. Et c'est là où on se pose la question. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, nous, en tant qu'astrologue? Il faut oser le dire, je pense, en conférence, c'est un argument banal, mais des thèmes d'Hitler qui soient identiques, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que moi je dis toujours ça, parce que les astrologues ils disent constamment, ou les gens qui sont dans la spiritualité, ils disent constamment, non mais vous en avez comme vous. Oui, mais c'est plus compliqué que ça, il faut être plus modeste que ça. Déjà parce que, il n'y en a qu'un, mais on a des outils finis dans la façon dont on les utilise, et nous on essaie de les faire, tu essaies plus âgé, tu as plus de connaissances que moi, en tout cas je pense, de faire sortir d'un modèle, à travers ce que tu utilises, que moi je ne connais pas ou qu'en théorie, ou pas.
Et il y a aussi l'aspect mais il faudrait que l'astrologue se rappelle ces choses débiles, mais essentielles. Quand vous avez des astrologues qui font des conférences et qui disent, regardez le thème astral, alors ils font parler tous les quinconces, parce que sinon on ne comprend pas le thème astral de Hitler, pour le faire parler, alors il y a tous les quinconces, voilà, super, il n'y a pas de souci dans la scripture religieux. Comment vous expliquez que d'autres, même thème astro, cette violence n'ait pas été vécue? Et ça, c'est l'aspect, bien sûr, du déterminisme, mais c'est l'aspect de ce qu'on doit se rappeler, à mon avis, quel que soit le degré d'évolution de sagesse et machin qu'on a. Et ça ne dépend pas de savoir si on utilise, Proserpine ou pas, ou Jupiter ou pas. C'est bien sûr le concept d'analogie dans la psychologie, l'explication de l'astrologue, oui, mais c'est normal, il y a analogie, alors ça peut parler différemment. Comme à propos de Hitler, j'aimerais bien que vous nous parliez. Et moi, je me suis intéressé à ces thèmes-là. Tous les deux, l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Parce que finalement, tout à l'heure, vous avez parlé du collectif, et d'une certaine manière, l'astrologie individuelle, bon, vous disiez à juste titre, il me semble, à un moment donné, qu'au fond, nous sommes dans un collectif, pas une conscience collective. Est-ce que ça n'est pas une façon de relativiser le rôle du thème natal? Parce qu'à la limite, pourquoi parler du thème natal? Pourquoi est-ce que nous ne serions pas des êtres qui au fond, ont un destin en commun, un destin collectif, ont besoin du thème natal? Et d'autre part, est-ce que le thème natal n'est pas réservé aux grands leaders, aux grands personnages? Ce que j'explique dans la conférence avec la main, j'ai été très rapide là-dessus, mais c'est la main et les doigts, quoi. Admettons que chaque... dessus. On a la main, on a les doigts. Si on prend chaque doigt comme étant un individu et la main étant le collectif, on voit très bien que l'individu n'est rien sans le collectif. Mais inversement, le collectif n'est rien sans l'individu. Donc il n'y a pas de paradoxe. C'est-à-dire que si on veut vraiment soigner entre guillemets un individu, il faut qu'on le relie au collectif. Parce que de toute façon, il n'est rien s'il n'est pas en lien. Sans lien, il n'est rien. Robinson Crusoe sur un île et il devient il est l'un du Pacifique et devient un animal. La question de savoir si les gens qui vont voir l'astrologue ne sont pas en quête d'une conformité avec une histoire de globale, qui ne souffrent pas de leur idiosyncrasie. Non, je ne pense pas du tout qu'ils cherchent une conformité parce qu'au début, ils bouffent beaucoup à cause du système dominant qui présuppose sur l'astrologie du don. Ils ont quand même une certaine dose de méfiance au premier abord. On va dire ça comme ça. Ils arrivent en se disant bon, j'essaye, on va bien voir, mais si ça se trouve, ils m'ont raconté des salades. Donc on va voir. Donc il y a plutôt, je pense pas qu'il y ait un besoin tant que ça de conformité. Il y a un besoin que quelqu'un réponde à un problème qu'on n'a pas trouvé de solution ailleurs. C'est pas l'astrologie. Moi je pense pas que ça peut être le tarot, ça peut être la numérologie. L'astrologie, elle a cette aura spéciale qui est qu'elle est censée parler d'un ordre cosmique, d'un ordre. Ah oui, bien sûr. Ah mais pardon de te dire que le tarot et la numérologie peuvent en parler autrement. Je ne veux pas faire des comparaisons entre spécieuses, mais il y a des gens qui lisent le tarot qui le font aussi comme ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais moi je crois que ce qui est essentiel, mais c'est ce que tu disais, hein, c'est il y a deux extrêmes, le cadre et le non-cadre. Vite fait. Moi je sais ce que c'est, je sais le problématique. Avec le cadre de l'ancrage, entre autres. Et puis le côté jupitérien, parfois un peu excessif. Ah oui. Si ça peut être rétrograde et que Jupiter est fort, voilà. J'ai des comparaisons du merci, des taureaux, tout ça, bon voilà. Mais moi ce que je crois c'est. Oui, c'est que il y a. Quand un individu vient nous voir, moi je parle souvent de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a des parties de lui qui sont dissociées. Sans faire de la psychologie de compliquée, ça veut dire qu'il a besoin, en tant qu'individu de syncrasie, avec un peu importe, de mieux se positionner face au collectif. Mais le collectif, c'est les autres, mais ça peut être les autres parties de lui. Ça peut être les parties du monde. Les autres, je dirais, c'est le tout, entre guillemets. C'est pas nécessairement l'autre, sa femme, ou les autres. Il peut nous voir. Non, mais il peut venir nous voir sans avoir un problème émotionnel ou avec les autres. Et donc l'idée, c'est de lui redonner, pour moi, l'astrologie ou un outil tel que ça. Et c'est pas que l'astro, c'est redonner un territoire propre, conformément à une identité propre, à un individu, pour qu'il soit bien dans le collectif. Et s'il ne l'a pas, soit il se noiera dans le collectif comme quelque chose d'insignifiant, soit il instrumentalisera, il sera dans un rapport de force, peu importe. Donc, je ne dis pas que c'est facile en pratique, mais en théorie, c'est ça.
Ouais. Moi, j'irais pour répondre, pour donner un petit exemple qui dit la même chose que toi. Imaginons quelqu'un a des problèmes avec sa femme, il vient voir l'astrologue parce qu'il dit j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi j'ai des problèmes avec ma femme, parce que ça m'aiderait à les résoudre. Donc il pense que l'astrologue va lui dire tu as des problèmes avec ta femme parce que tu as Vénus à cet endroit-là, carré à Saturne à cet endroit-là, et ça explique les problèmes avec ta femme. Mais en fait, il attend aussi que la personne l'aide à résoudre les problèmes. S'il y avait un moyen pour que j'ai moins de problèmes avec ma femme, or ce que dit l'astrologue, Ça, c'est l'aspect intellectuel. ça c'est l'apport intellectuel. On croit que l'astrologue fait ça. Mais en fait, l'astrologue, il répond à côté. Il va dire non. Enfin, il va pas le dire. Il va la garder secret en ligne. Mais il va savoir intérieurement que cet homme-là n'a pas des problèmes avec sa femme. Il a des problèmes avec son féminin intérieur. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes en extérieur avec sa femme. C'est une conséquence. Donc, il ne va pas essayer de soigner les problèmes avec la femme. Il va essayer de soigner, enfin, par la parole, donc, les problèmes avec le féminin intérieur. Ce faisant, donc il a le droit de lire le thème, il a le droit de dire ah vous avez je sais pas quelle planète, vous avez Pluton en maison 7 par exemple, ah je vois votre problème avec votre femme. En réalité il ne voit pas le problème avec la femme, il voit que la personne a tendance à projeter Pluton une énergie de mécontentement, de frustration dans le rapport au féminin qu'elle attend, où elle attend en face une acceptation de vertu féminine, voilà, de l'amour finalement. Donc quel est le problème en réalité? C'est pas un problème avec quelque chose d'extérieur, c'est toujours un problème avec quelque chose d'intérieur qui met du temps au cours de la vie à s'extérioriser, qui finit toujours par s'extérioriser. Et l'astrologue, s'il est malin, il fait croire qu'il répond à la question, et c'est un filou, en fait il répond pas à la question, il répond à la vraie question que jamais les gens se posent, et que les fait souffrir, c'est-à-dire qui je suis profondément, et pourquoi et comment je contiens le cosmos, comment je contiens tout ce qui existe. Donc le collectif, il n'est pas en dehors de la vie, il est dans l'intérieur. Ça pour moi quand même, ça pour moi, quand ça peut se faire, au-delà de la vision de l'astrologie, ça ne peut se faire. Parce que là on parle d'idéalisation, que c'est l'astrologue. Voilà, ça a coulé tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça ne peut se faire. C'est pas la tasse qui est. Ouais. C'est pas la tasse qui est. Ça ne peut se faire que ah oui, mais on voit le prix. Ça ne peut se faire que si l'astrologue il fait travailler sur lui. Exactement. Parce que ça, s'il n'a pas découvert ça en lui, comment pourrait-il le proposer à l'autre? Ça, c'est pas pour moi dépendant essentiellement du modèle d'astrologie. Voilà, parce que c'est important. Mais le modèle, on peut avoir le meilleur modèle du monde. Ce que tu dis, tu le dis toi naturellement, peut-être parce que tu as la chance de pouvoir le sentir le plus souvent possible. Voilà. Mais c'est à regret. Voilà, je ne sens pas, c'est que j'ai oublié, c'est dommage. Voilà, mais ça ne coule pas de source. Tout à fait. Ça ne s'invente pas. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu me parles de ce Pluton-là, il y a deux aspects. Il y a ce premier aspect-là, il faut que l'astrologue ait un travail sur lui. Après, il n'y a pas de dogmatisme, peu importe. Et le deuxième truc que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, ça peut être que le problème n'est pas sa femme, mais ça peut être aussi que c'est ce problème-là, mais que l'astrologue choisit en connaissance de cause que le meilleur fil à tirer n'est pas celui-là, parce qu'il est bloqué avec ça, et que ce fil-là n'est pas le bon à tel moment. Donc c'est à la fois l'idée du mauvais fil, mais ça peut être aussi qu'il y a plusieurs fils. On peut tirer le fil émotionnel pour guérir une maladie, le fil spirituel, le fil de la femme, le fil du chat, le fil du chien. Pour compléter ce que tu dis, qui est-ce qui a jamais résolu un problème extérieurement? Personne n'a jamais résolu un problème extérieur. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui résolvait un problème extérieurement. Jamais. J'ai toujours vu des gens qui changent. De maths, mais encore, c'est-à-dire que les gens ne résolvent un problème réellement que parce qu'en tout d'un coup, ils changent de point de vue intérieur et qu'ils acceptent que le problème existe d'une manière différente de ce qu'ils avaient vu. Le changement de point de vue crée que, justement, le changement de point de vue permet le changement de paradigme. C'est-à-dire le changement de point de vue permet, en plus profond, le changement de forme de conscience qui permet d'aborder la vie. Et c'est ça qui guérit, c'est pas la femme qui guérit. Tu as parlé tout à l'heure et évidemment, ça a des effets concrets. C'est-à-dire que tout d'un coup, la femme va être moins con. D'après le titre, c'est incroyable, ma femme est moins con. C'est ce qu'il va croire. Parce que j'ai fait ça. En fait, sa femme n'était pas con. C'était des con. Voilà, c'était simplement, il voyait comme ça, et puis ça s'est transformé parce qu'il s'est mis à voir différemment, parce qu'il s'est mieux vu intérieurement. Du coup, il ne communique plus pareil, et après il dit, oh c'est marrant, ma femme s'est améliorée. C'est lui qui s'est amélioré dans sa relation. Mais Dieu, c'est la relation. Tu as parlé tout à l'heure, je crois, de Haïti. Tu as dit comment on avait réagi à ce qui va mal. Mais alors justement, la question est de savoir si Haïti, le phénomène Haïti en lui-même, a été dépend de l'astrologie, ou est-ce que l'astrologie nous parle seulement de la façon dont on vit ce phénomène Haïti?
et que si ça il s'était produit à un autre moment, on l'aurait vécu autrement. Ah, c'est la directive. Alors ça c'est compliqué parce qu'en fait, il est évident que quand deux astres arrivent, c'est pas eux qui créent l'événement, c'est pas deux astres qui arrivent qui créent l'événement. Ils sont là, ils sont comme une heure qui va sonner. Quand ils sonnent 7 heures, dans plein d'HLM parisiens, ils sonnent 7 heures, il n'y en a aucun qui va faire la même chose à 7 heures. Ils savent tous qu'ils vont faire se réveiller. Il y en a un c'est pour aller au boulot, l'autre c'est pour aller à un examen, l'autre c'est pour aller à un examen médical, peu importe. Voilà, donc les mêmes réveils qui vont tous sonner à 7 heures ne vont pas indiquer la même chose à faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans le karma d'Haïti en tant que pays, il y a eu une accumulation de données qui se sont faites, la misère, l'incohérence au niveau des structures, l'écrasement de gens très pauvres par les gens très riches qui continuent à manipuler les trucs sans voir que ça déborde. Et à un moment donné, il faut un événement qui cristallise toute cette incohérence pour qu'un nouvel ordre puisse avoir lieu. Donc l'ordre doit être détruit pour un nouvel ordre doit avoir lieu. Il se trouve que comme par hasard, ça tombe quand Saturne est carré Pluton. Comme par hasard. Pourquoi? Parce que le processus, c'est la définition de créer un nouvel ordre en faisant péter ce qui est Pluton, ce qui est pourri, ce qui est rosé, ce qui est plein de haine, de difficultés. Donc, alors comment ça fonctionne? Je pense qu'on est toujours à l'égard des êtres humains. Tu imagines des milliers d'Haïtiens qui tous les matins se lèvent et qui pensent quelle vie de merde, quelle horreur, quand est-ce que je vais sortir de ce cauchemar, qui appellent de tous leurs vœux quelque chose. Il est évident que quand l'heure sonne de Saturne Pluton, il faut quelque chose qui se passe. Alors l'interaction entre l'événement concret, le tremblement de terre, tout ça, c'est du genre de mystère. Je ne dis pas que c'est la pensée des gens qui... Donc il aurait pu ne pas y avoir de tremblement de terre, et qu'il se passe quelque chose pour ces gens-là à cause de Saturne Pluton. Il aurait pu y avoir du pas de tremblement de terre, il aurait pu y avoir quelque chose qui se passe. Tout à fait. On ne peut pas dire l'astrologie, on ne peut pas dire il va y avoir un tremblement de terre. Il dit pas ça. C'est ça la question. Ça, c'est les notions, voilà. Mais moi, je pense exactement ça. Parce qu'il y a deux endroits. Ça, c'est les notions aussi tout ça, de déterminisme, etc. Bon. Mais moi, je souscris rien. Mais je crois aussi, parce que bon, moi, j'ai la chance et parfois la possibilité. Je me connecte aussi à la terre ou à des choses. Donc, peu importe. Un peu chamaniquement, tu veux dire, voilà. Peu importe, voilà, les moyens, voilà. Qui fait que, moi je crois qu'il y a deux choses. Le premier élément, parce que c'est une définition un peu du karma un peu métaphorique, mais c'est que l'histoire de l'aspect Saturne-Pluton, on va parler de cet aspect-là, je dirais que c'est un karma créé, d'accord, par les humains. Mais que le karma, par rapport à ce truc créé par les humains, est co-créé par l'univers. Voilà. Le karma, c'est avant tout le choix que l'on fait face à ce karma qui est proposé. Il nous a été proposé Saturne-Pluton. Nous avons fait le choix, malheureusement inconsciemment, de faire en sorte que Saturne-Pluton se révèle ainsi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire du karma. Le karma, il y a ce qui arrive, qui n'est pas le destin, mais comme une succession de ce qu'on a causé, comme effet, les causes qui ont effet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le choix et le bouton qu'on presse pour que Saturne-Pluton, qui était là comme énergie résiduelle forte de karma ou de ce qu'on veut, s'exprime. Et après, il y a l'autre chose, moi je crois qu'il est essentiel qu'on interprète aussi, c'est que moi je reste convaincu par les autres que Gaïa, que la Terre, nous parle, se rebelle et est en train de nous dire qu'elle n'a plus de vie. Et moi, il arrive qu'on me dise, je ne sais pas si c'est pour éliminer, peu importe, voilà, je sais pas l'astrologie, mais je le dis. Il y a aussi un message au-delà, bien sûr, des êtres humains. C'est dégueulasse. Il y a un message, bien sûr, de dire vous nous laissez dans la merde. L'univers trouve cette solution, on se solidarise pour les aider. On trouve ça injuste, mais l'univers en est à trouver ça en coopération avec nous pour nous faire voir qu'il faut arrêter cet ordre, ouvrir les yeux, pas tellement aidez-vous les uns les autres, maintenant que vous aimez, voilà. Aidez-vous. Mais c'est aussi pour moi, fondamentalement, prendre conscience que la Terre, en tant qu'être vivant, a une âme vivante. Et pour moi, c'est pas uniquement un message pour les humains, mais c'est un message aussi pour dire, mais attention, est-ce que vous vous rendez compte, vous les êtres humains, que vous avez un impact énergétique, spirituel, de ce que vous sur moi, la Terre, sur l'univers, sur les êtres au-dessus de nous, qui vous aident et pour lesquels vous n'êtes pas ouverts. Donc c'est trois choses qui sont importantes, et bien sûr que c'est d'abord aller au contact matériel de ces populations complètement réunies,
qu'on laisse tomber, par exemple, mais c'est aussi comprendre ce qu'on fait à la Terre, parce que la Terre aussi n'en peut plus, et il y a aussi l'histoire, je voulais en parler pendant la conférence, mais ce que je voulais dire, c'est il y a les droits de l'homme, il y a les droits de la terre, et il y a les droits de l'âme. C'est les trois droits que j'ai oublié de relier au triangle: droit de l'homme, droit de la terre, de la vie sur terre, et droit de l'âme. Moi, quand j'écoute des élémentaux ou la terre, ou que je me connecte à ces choses-là, ils sont très en colère. Bah oui, ils sont en colère, ça c'est sûr. Alors ça, d'un point de vue, tu dis ça à un scientifique, de toute façon tu passes pour un demeuré. Moi je suis de formation scientifique, j'admets complètement d'avoir une approche complètement, tu vois, la Terre qui tremble, c'est des plaques sismiques qui bougent, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de doute. Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Pas contradictoire. Et le scientifique, lui, va voir ça comme contradictoire. Il va dire non, ces gens-là sont en train d'expliquer de manière irrationnelle un phénomène qui doit être expliqué uniquement rationnellement. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, tous les phénomènes sont rationnels, en fait. Tout peut être expliqué scientifiquement. Et c'est pas parce qu'une explication est valable qu'elle est universelle, quoi. L'explication scientifique rationnelle qui couvre tous les événements, elle est un amoindrissement en fait de la capacité de l'esprit humain. L'esprit humain, mais il doit être rationnel. Il faut plonger dans quelque chose qui va chercher l'énergie invisible, qui va chercher comment ça fonctionne. Il doit être rationnel en base, sinon il va se perdre. Il va devenir, comme disent les Québécois, complètement flyé. Donc il faut une base de rationalité. Et c'est pas du tout contradictoire. C'est ce que disait Jésus, le royaume des cieux, il est là. Il y a ce monde, et puis il y a des couches qui sont là en même temps. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas au-delà, il est là. C'est-à-dire que on a un corps physique qu'on voit, puis un corps énergétique par-dessus, qu'on peut mesurer d'ailleurs. Et puis encore un corps astral qui est encore plus fin, qu'on peut beaucoup moins mesurer. Puis un corps mental que seuls les voyants arrivent à percevoir, et qu'on ne peut même plus mesurer puisqu'il n'y a pas d'instruments qui peuvent les percevoir. Donc on voit bien que la science, elle avance petit à petit vers la mesure de ces corps-là. Avec les détecteurs électroniques, on peut voir les méridiens maintenant, on les voit. Alors qu'autrefois, on confondait avec les trajets nerveux. Maintenant, on a les trajets des méridiens. On avance petit à petit là-dessus, la science avance, mais considérer la science comme explication seule et unique du monde, c'est dangereux. Ça s'appelle du scientisme, et ça consiste à faire de la rationalité le seul garde-fou possible pour l'évolution humaine. Et c'est extrêmement dangereux, parce que la rationalité est un garde-fou, d'accord, mais elle est là pour ne pas dire n'importe quoi, si on veut, pour se méfier de ce qu'on va dire, de ce qu'on va démontrer, pour des moyens de vérification, des méthodes de vérification. Moi, je suis tout le temps la méthode scientifique. Dans tout ce que je découvre intuitivement, je trouve derrière toujours mes vérifications méthodiques scientifiques. Parce que la recherche, il faut ça. Mais ça n'empêche pas, comme tu dis, de voir qu'il y a beaucoup, comme c'est Shakespeare, il y a beaucoup plus de choses dans le monde que nos yeux ne croient en voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a réellement des liens invisibles autour de nous qu'on scientifiquement un jour on considérera complètement normal. On ne considérera pas que ça c'est de l'occultisme, c'est de la spiritualité, on considérera que c'est la nature énergétique de l'être humain. Pour l'instant on dit c'est de l'ésotérisme, c'est du bizarre, parce que c'est classé encore dans la catégorie non rationnelle, non scientifique. Mais l'électricité devrait être classée. Il paraît qu'il y a un alchimiste qui a découvert l'électricité au Moyen-Âge. On a un témoignage de ça qui est extraordinaire. Il a découvert et il a voulu nous démontrer ce que c'était. Il a fait tellement peur aux gens en faisant des arcs électriques, tout ça, qu'ils ont cru qu'il avait le diable et ils ont voulu lui faire la peau. Alors ils se sont tous précipités en disant on va le faire brûler, c'est un sorcier. Et il avait mis sur les poignées de la porte des trucs de piles, justement, pour que les gens s'électrocutent en touchant la porte. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur, ils ont fait demi-tour pour aller chercher des renforts, parce qu'ils avaient tellement peur, et lui, il n'est jamais revenu, et donc ils ont brûlé sa maison. Il avait sûrement, à mon avis, non pas fait de la magie noire, mais inventé une pile Volta, tout bêtement, avec du cuivre, avec du cuivre, des zinc, du bazar, et puis il avait appliqué. Donc on en est là, on se croit scientifique, l'homme du XXe siècle, du début du XXIe, se croit scientifique parce qu'il raisonne comme ses professeurs lui ont dit de raisonner. Mais c'est qu'un modèle momentané. Et quand on va découvrir les nouvelles lois, on verra qu'elles contiennent des lois justement nouvelles qui nous obligent à avoir un concept nouveau de l'être humain aussi. Alors je voudrais pour terminer notre entretien, parce que là faut passer j'étais un peu, pas surpris, mais j'étais un peu interloqué par ce que tu as dit sur l'année 2010. Parce que tu as l'air de lui accorder beaucoup d'importance. Je vais te poser une question très franche. Est-ce qu'il n'y a pas très souvent, au cours des 20 dernières années, des échéances du même ordre au niveau des configurations?
Il y en a eu Est-ce d'autres. que vraiment ça tient debout de vouloir se polariser sur cette année qui vient? Est-ce que c'est pas une sorte de réflexe de l'astrologue de toujours accorder beaucoup d'importance à ce qui se passe dans une démarche qui est un petit peu apocalyptique? Il faut quand même reconnaître, enfin bon, tu as vu les aspects qu'il y a en juin 2010, c'est quand même, ça rappelle 99, où il ne s'est rien passé d'ailleurs, soi-disant. En fait, il s'est passé des choses, mais il ne fallait pas regarder comme les gens regardaient. Mais bon, on a un ensemble de carrés qui montre un passage à autre chose, quoi. Est-ce que c'est un passage? De quelle importance est ce passage? Historique. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'il est concret ou est-ce qu'il est dans les consciences? C'est ça tout le problème. Est-ce qu'il ne s'est rien passé d'aussi Est-ce qu'il ne s'est rien passé d'aussi important depuis 100 ans, par exemple? Peut-être pas, non. On a eu quelques. C'est vrai que depuis 100 ans, il y a eu des guerres mondiales. Il y a eu même la création de l'Europe. On a quand même des points de repère qui montrent. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est le mur de Berlin et puis la repolarisation totale là en 89-90 là. On peut resituer par rapport à 89, 90, 93 qui est un moment de changement très profond. On peut resituer avec la même importance que ça, c'est-à-dire globalement toute la structure du monde change à ce moment-là. Sauf que là, ça va être peut-être moins positif en profondeur, ça va être plus justement l'ancien crise, quoi, l'ancien qui se heurte vraiment. Posons la question. La guerre de l'ancien et du nouveau, quoi. Posons la question. Imaginons que nous soyons que nous retrouvions dans un an. Oui. Donc en 2011. Voilà. Et que nous regardions ce qui s'est passé en 2010. Dans quelles conditions pourrait-on dire que les astrologues ont eu raison, enfin les astrologues, ceux qui voient, et dans quelle mesure ils ont eu tort? Alors, est-ce qu'on pourra faire à quel moment pourra-t-on faire un bilan de ce qui a été annoncé par les astrologues? C'est simple, s'ils ont fait leur boulot d'astrologue, ils ont pas fait de la prédiction, ils sont restés prudents, ils ont fait de la prévision. Oui. Ça a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence. S'ils ont fait de la prévision, ils ont utilisé ces mots-clés pour créer une grammaire de ce qui attend les gens et de la crise qui les attend. Après, potentiellement, après la puissance de cette crise, est-ce que c'est l'Iran qui dégringole, les États-Unis, je sais pas quoi, on n'en sait rien. On ne peut pas de telles précisions, mais au niveau global, il va se passer quelque chose de majeur. Et si ce n'est pas le cas, moi je pense. Est-ce que si tu n'es pas le cas, tu te suicides en tant qu'astrologue, de l'astrologie? Non, ce que je veux dire, c'est que tu sais, de non-confirmation, tu diras, il y a vraiment un problème avec l'astrologie. Alors là, s'il se passe rien en 2010 avec les aspects qu'il y a, alors là, ça m'étonnerait drôlement. Alors faisons un scénario catastrophe pour l'astrologie, mais non pas pour le monde. Qu'est-ce qui pourrait se produire de tellement catastrophique pour l'astrologie qui viendrait complètement démentir l'astrologie, justement? Quel genre d'événement il ne faudrait surtout pas qu'il y ait que l'astrologie soit complètement... On évacue les choses essentielles, pardon, pour libre arbitre, je veux pas quand même... Mais là, on a une discussion... Non, mais moi je pose une question très sérieusement. Non, mais ça c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que l'astrologie soit réellement en échec? Alors, si l'astrologie sera en échec en 2010, s'il n'y a aucune remise en question des systèmes existants qui est faite par aucun des pays, c'est-à-dire qu'il ne passe ni dans une répression plus grande, ce qui est une réponse. C'est-à-dire que si ça se bloque par des fortes répressions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en crise, qui veut évoluer, et puis il y a un bouchon qui se met dessus pour le bloquer. Il y a deux choses. Ou alors c'est en train d'exploser et il y a de nouvelles solutions qui arrivent, ou alors il y a une répression extrêmement puissante qui arrive pour empêcher cette explosion. Mais s'il n'y a pas l'un des deux, l'astrologie a faux, bien sûr. Donc, et pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes, est-ce que si c'est simplement des intentions, des déclarations, ça ne suffirait pas? Des grandes intentions, il faut que ça se concrétise dans les actes. Tout le problème est là. C'est-à-dire que s'il y a des grandes intentions et que... C'est-à-dire le problème, c'est les médias. Tu vas avoir des médias qui vont dire il ne s'est rien passé à telle date. Tu t'aperçois après que c'était une date fondamentale. On a l'exemple, moi, que j'ai beaucoup calculé avec l'astrologie de la date de 2006, que j'avais vu pardon, je redescends l'écran. 1986, que j'avais vu comme une date fondamentale. Et c'est marrant parce qu'on n'a rien vu. Si, il y a eu Tchernobyl quand même, mais bon, du point de vue de structure profonde, on n'avait rien vu. Et je me suis en creusant, grâce à des économistes, j'écoute Frédéric Lordon, là, qui était quand même très intéressant, il a révélé que le basculement total d'une économie
je dirais, à la papa, quoi, classique, capitalisme et bon enfant, à l'ultralibéralisme, c'est fait en 86 par des lois qui sont passées partout. Personne n'a rien su, ils ont gardé tout ça secret. Et moi, en tant qu'astrologue, je me disais, je me suis bourré. Donc là, il y a un truc, on a la même chose sur 2010. Si ça se trouve, mettons, il peut y avoir des décisions fondamentales qui sont prises au niveau d'un gouvernement mondial, par exemple, et qui vont rester secrètes parce qu'on n'a pas envie que les gens le sachent. Alors là, rendez-vous non pas dans un an, mais dans 20 ans pour voir que... Mais moi, ce que je suis sûr, c'est qu'à cette date-là, il y aura un processus décisionnel qui va être extrêmement puissant, qui va faire qu'on s'ouvre au monde nouveau qui doit venir en renonçant au monde ancien, avec ces structures du capitalisme ultra-financier, tout ça. On y renonce totalement, ou alors on plonge dedans, on plante tout. D'ailleurs, les gouvernements verrouillent avec les entreprises de manière à en faire un espèce de gouvernement mondial caché, où on sort de la démocratie, quoi. Sans qu'on le dise, évidemment, parce que si on dit aux gens vous sortez de la démocratie, ils vont se mettre en colère. Donc on le dit pas, et on fait une non-démocratie, on agite des bulletins de vote en surface, qui derrière, c'est déjà un peu le cas, mais ça devient carrément verrouillé. Donc ça, dans un an, on ne sera peut-être pas capable de faire le bilan dans un an. Peut-être pas dans un an, ouais, mais certains seront capables de le faire, à mon avis. Ceux qui sont officiels, que ce soit économiques ou politiques, sauront, oui. Parce que la plupart des gens ne sauront peut-être pas. Ouais. Parce que là, il y a deux théories différentes. Soit il y a un vécu qui est très fort, c'est-à-dire un ressenti très fort, et bon là, ça force les gens vraiment dire quelque chose. Quelque chose qui Jupiter en bélier, il y a des chances que tout le monde réagisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la rue, qui ça fasse un mai 68 dans la rue, parce que les gens vont réagir, il y en a marre. Donc il y a des chances qu'il y ait quand même quelque chose qui est... Voilà. Moi je pense qu'on est un peu endormi, on n'est plus comme en 68, une génération assez... Là maintenant c'est mou, on est bien conditionnés tous. Et on a du mal à se mettre en colère. Regarde les fermetures d'entreprises, on aurait fait la même chose il y a 20 ans, les gens, le patron il se faisait... je sais pas quoi, il y aurait eu la révolution. Là maintenant on arrive à faire passer des choses sans qu'il y ait de révolution. Donc on a une mollesse de réactivité de l'être humain qui est venue parce que les conditionnés, quoi. Les conditionnements... moi le modèle qui est en train de monter pour moi c'est le modèle chinois, quoi. C'est-à-dire le fascisme capitalisme à visage humain, quoi. Quoique les Chinois n'ont pas encore mis le visage humain, mais ça commence à venir. Ils vont essayer de démocratiser, de saupoudrer la démocratie par-dessus, en maintenant une espèce de pression et de répression vachement forte en profondeur. C'est le modèle, non pas de l'avenir, mais c'est le modèle dangereux qui risque d'arriver partout et qu'on risque de suivre partout. Ben, ce modèle-là, il va se voir. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être astrologue. Les gens qui sont bien branchés, ceux qui sont, c'est comme je dis toujours, la démocratie ne s'use que sinon on s'en sert fort. Donc, ceux qui utilisent la démocratie parce qu'ils sont en contact à aider des gens qui sont sans logis, alors eux ils vont voir ce qui se passe au niveau de la répression, ça. Eux ils vont le voir, ils vont être en première loge. Mais ceux qui regardent la télé, ils vont peut-être rien voir du tout. Parce que la télé, petit à petit, elle ne parlera plus de rien, elle ne parlera plus que de amusez-vous mes amis, et puis les qu'à lire l'Incal des Jodorowsky, c'est en 5 tomes, là une BD en 5 tomes, et on a une bonne image de ce vers quoi on va, parce que je l'ai appelé la Berlusarcose, c'est-à-dire le mélange de Berlusconi et Sarkozy, quoi. L'espèce le grand président devient l'animateur de la collectivité, il devient le DJ, le JO, voilà, du Club Med, et c'est plus le Club Med, c'est un pays, quoi. C'est ça la nouvelle formule de gouvernement, quoi. On fait croire des trucs aux gens à la télé, puis en réalité, les vraies décisions importantes sont prises sans que les gens puissent voir quoi que ce soit. Ça, c'est ce vers quoi. Alors ça, évidemment, quand tu parles comme ça, moi j'ai un passé militant. Alors, bon, Laurent, alors, je finis, hein. Donnez le dernier mot. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'est-ce que vous voyez pour 2010 avec tous vos moyens? Votre boule de cristal. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que les astrologues sont dans le virtuel, mais il y a d'autres moyens qui permettent de savoir plus concrètement ce qui va se passer. Moi, je vais plus répondre par rapport à des contacts que j'ai eu, pas par rapport à l'astro, parce que moi, je suis non, je ne parler d'astrologie. Non, mais j'explique. Je suis bien à l'astrologie mondiale, quand je dis collectif, c'est mondial. Mais moi, clairement, histoire de parler d'un truc bien à la mode avec 2012 dont on parle, sans parler de 2010. Bah oui, il y a un décalage. Moi, les messages que j'ai eu très clairs, c'était que oui, le monde est en pleine mutation. Oui, il faut quitter du vieux pour aller naninana, mais que, et c'est pas du tout pour faire du syncrétisme, pour faire un truc genre je m'implique pas, mais qu'il n'y avait pas de date fatidique, que rien n'était écrit, et que nous allions écrire clairement c'est pas la fin le déroulé. Non, c'est pas tout à dire, mais que nous allions clairement écrire le déroulé de ce qui allait se passer. Et qu'il n'y avait pas nécessairement et très clairement Maya ou pas Maya,
il n'y avait pas quelque chose qui allait se passer tel jour à telle heure. Ouais. Donc ça, c'est moi ce que j'ai entendu. Et ce qu'on m'a aussi beaucoup dit, c'est qu'il était très très important de comprendre que la spiritualité, la nouvelle conscience, un grand N et un grand C, devait s'incarner, mais tu l'as dit de toute façon, je crois ce soir, devait s'incarner dans le quotidien, dans la réalité individuelle de chacun, qu'il ne fallait pas nous poser en victime, que nous étions responsables, Voilà, c'est ça. et que surtout, il ne fallait pas ni être trop en haut, à croire que nous allons quitter notre corps, ou qu'il va arriver des trucs, qu'on va mourir, ou qu'on va s'élever, les extraterrestres. Parce que oui, il y a des extraterrestres, oui, il y a des forces qui sont là, mais elles respectent notre évolution. J'ai eu aussi des messages nous disant qu'on en était, j'ai eu ce mot textuellement, qu'on en était. C'était quoi le mot déjà ? C'était pas la crèche, à la pouponnerie. Un genre de mot comme ça, qu'on en était à la pouponnerie, à la crèche de l'évolution, mais c'était dit sur un ton humoristique. Et qu'il fallait juste se rendre compte que de ça déjà. C'est-à-dire partir de ce constat sans nous névroser, sans nous mettre à ras de terre. Donc pour l'histoire de 2010, c'est une année qui rentre depuis les fameux 2006-2016 sur la spiritualité au sens classique. Mais il y a eu plein de moments clés. Mais plus les années arrivent et plus ces moments clés ne sont pas simplement vécus par soi-disant des initiés, mais vont être vécus non pas par les indigos ou je sais pas qui, mais par de plus en plus de monde. Mais l'idée, c'est que ce soit vécu de plus en plus rapidement, Voilà, c'est ça que et que ça peut être senti dès maintenant par tout un chacun si on le décide. Et c'est pas réservé à des gens qui font de la méditation au fond de la nuit. Donc tout le monde peut y Il y a de accéder. plus en plus de gens qui font la méditation, Bien c'est sûr. rigolo aussi, de manière très simple, Voilà. qui comprennent Bien que sûr. c'est ça qui fait du Voilà. bien, Donc, sans aller très loin. ce que je veux dire, c'est qu'on peut méditer, on peut s'ancrer en méditant ou en faisant aussi d'autres choses. On peut faire ses courses en ayant une conscience de son corps. Bon, enfin voilà, je vais pas rentrer dans. Voilà. Mais enfin, moi, j'ai souvent eu cette idée-là. Bon, pour moi, 2010, c'est une année de continuité dans ce qui a déjà commencé il y a 20 ans, qui s'est intensifié au début des années 2000. Bon, voilà. Mais chaque année a ses nouvelles choses. Après, on peut, oui, il y a des lectures différentes selon ce qu'on fait. Oui. Moi où je suis plus radical que toi, et ça je pèse ce truc, c'est que je pense pas qu'on puisse s'ancrer dans ces courses s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait avant. Donc là, je Non, suis sûr que... mais moi, le message que j'ai eu, c'est que pas tout le monde était prêt à Ah oui, faire bien ce que sûr. tu disais, Ah oui, bien sûr. Ah oui, et qu'on le pouvait le centième faire dans les centième activités centième, les plus banales. 1,5%. Non, non, mais qu'on pouvait le faire dans les activités les plus banales et dans les choses les plus banales, arriver à s'ancrer en étant plombier, même s'il ne médite pas, même si c'est lui dans l'absolu, et un plombier pouvait s'ancrer, vous pouviez se spiritualiser, tout comme quelqu'un qui est plus porté mécaniquement, entre guillemets. Ah mais les gens ont des insights partout maintenant. Ils Maintenant, ont bien dans sûr, leur tout le monde bagnole. faire un minimum de méditation. Mais il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de chemin Obligatoire pour tous, quoi. obligatoire, oui, et surtout idéal, au sens dans l'absolu. Voilà. Mais après, pour moi, 2010, 2011, 2012, pour moi, il n'y a pas de fin du monde. Il va y avoir, bien sûr, des événements majeurs que la Terre est en train de nous montrer. Il va y avoir des problématiques, mais qui sont des crises salutaires dans l'absolu. Mais c'est pas écrit, hein. Je veux dire de ce qu'on va en faire. Mais il va y avoir des crises salutaires écologiques, on en a déjà, des crises salutaires humaines, des crises salutaires, bon, voilà, où on va être amené à faire des choix, parce que sinon, effectivement, des choix de survie, parce que sinon, on va être mis face, et on est déjà mis face, mais on ne le voit pas encore assez bien, à la destruction, ou au danger des espèces, de notre espèce. Mais pour moi, tout ne se joue pas dans les 3 ans. La pomme de terre eugène qui vient de sortir, c'est tout à fait ça, quoi. On a toute personne qui en veut, et crac, ils viennent de l'autoriser à Bruxelles. Donc on a bien cette espèce, et là, il va falloir qu'il y ait des luttes, parce qu'on est en plein dans un truc qui peut détruire grandement, ça détruit en particulier toute l'agriculture bio, alors que l'agriculture bio, et c'est une des seules solutions qui existent pour sortir de ce marasme. Alors là, on va la détruire en introduisant